Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble le Oukitel K15. C'est un de ces smartphones chinois ultra résistants, ultra étanches, que les Chinois apprécient beaucoup, semble-t-il, puisqu'ils sont nombreux les fabricants à proposer de tels modèles. Et celui-ci a une particularité intéressante, il a une batterie colossale de 10 000 mAh. J'avais déjà testé des modèles avec, je crois, 6 000 mAh, et j'avais pas été si bluffé que ça, en vrai, par l'autonomie. Elle était meilleure qu'un smartphone classique, certes, mais pas beaucoup plus. On gagnait 2 ou 3 heures. C'était un peu dommage d'avoir un téléphone aussi gros, aussi épais, aussi lourd, et de gagner finalement aussi peu d'autonomie au final. Celui-ci promet une autonomie de plus d'une semaine en veille. On va très vite savoir si c'est vrai ou pas. Ça fait une semaine que je l'ai mis avec la batterie à 100% dans la boîte. On va voir combien il reste de batterie. Quand on va commencer à faire le test maintenant, c'est parti, on y va. Bon, moi, on ne pourra pas accuser Oukitel d'avoir dilapidé de l'argent sur le packaging, puisqu'ils ont pris vraiment la boîte blanche la plus neutre possible, et ils n'ont même pas embossé un logo dessus, rien du tout. C'est minimaliste, mais néanmoins efficace. C'est une boîte qui est quand même costaud, en carton renforcé, pas de problème avec ça. C'est à l'arrière qu'on verra notamment le logo Oukitel, les caractéristiques techniques de l'appareil, l'autocollant avec les numéros IMEI et tout ça. Vraiment, on va dire, le minimum syndical. À l'intérieur de ce carton qui s'ouvre très facilement, d'ailleurs, qui glisse bien, ça c'est déjà un bon point, on a le câble de recharge. Bonne nouvelle, c'est de l'USB type C. Voilà, adieu le micro USB, donc c'est possible même sur des smartphones comme ça, relativement bon marché. On a l'outil pour le tiroir SIM, le chargeur, eh oui, ils nous fournissent encore un chargeur, et en plus, c'est un chargeur de 18 watts, 12 volts à 1,5 ampères. Ça fait plaisir. Donc c'est du, je ne sais pas si c'est du Quick Charge ou du Power Delivery, mais en tout cas, a priori du Power Delivery, puisqu'on est sur un Proco de chez Mediatek. Mais en tout cas, c'est fourni, ça fait plaisir, et c'est du bon. Il fait un poids qui me rassure plutôt pas mal. Et on a bien sûr le smartphone en lui-même, donc qui est, vous voyez, il s'est brièvement allumé en veille pour que je puisse voir si la batterie tient encore, donc manifestement il s'allume encore. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de batterie pour s'en servir au bout d'une semaine de veille? On va voir. Il y a un petit peu de dock en dessous, la carte de garantie. Une petite carte pour vous expliquer que la batterie ne sera pas livrée, chargée à bloc pour des raisons de sécurité. Donc ça, c'est vrai. Moi, je l'avais reçu avec une batterie qui était à peu près à la moitié. Donc voilà, il faudra penser à recharger votre téléphone la première fois en le recevant avant de commencer à vous en servir. Et puis un dépliant qui reprend les caractéristiques du téléphone. C'est pas une notice au sens propre du terme où on ne vous donne pas d'indication sur quoi que ce soit sur le fonctionnement. Par contre, c'est en plein de langues, donc voilà, on sait quelles sont les caractéristiques techniques, les bases prises en charge pour la 3G, la 4G et les choses comme ça. Vous pourrez faire pause si ça vous intéresse. Il y a une section qui est en français, c'est très bien foutu. Regardons le téléphone de plus près maintenant. Qui dit smartphone chinois anti-choc et étanche dit téléphone avec un très gros gabarit. Et celui-ci ne fait bien entendu pas exception. C'est du lourd, du très lourd, et c'est du gros, du très gros. Tout le monde n'aimera pas forcément ce genre de form factor où les bordures sont assez grosses et les choses comme ça. On a beaucoup de caoutchouc qui enrobe le téléphone, mais la particularité de ce smartphone, c'est qu'on peut enlever une bonne partie de ce caoutchouc. Il en reste quand même encore en dessous, pour le côté renforcé du téléphone, évidemment. Mais on peut l'enlever, et ce machin-là me fait un peu penser à ce que nos grands-mères mettaient sur leur télécommande de télé, parce qu'elles étaient terrorisées à l'idée que la télécommande tombe et se casse. C'est joliment fait, il y a même le petit logo Oukitel en brillance dans le caoutchouc. C'est pas mal, comme ça, voilà, vous pouvez quand même réduire d'un tout petit peu la taille de votre appareil, ou si vous avez entaillé le caoutchouc pour une raison X, ou s'il a fondu à cause de la chaleur, parce que vous l'avez posé sur un fer à souder ou un truc comme ça, vous pouvez demander à Oukitel de vous en renvoyer un autre, et retrouver un smartphone à l'apparence nickel. Je pense que c'est plutôt d'ailleurs dans cette optique-là qu'ils ont fait quelque chose d'amovible. On voit le gros module photo à l'arrière, mais aussi un lecteur d'empreintes digitales. Ici sur le côté, on a des boutons, le bouton Power et le bouton Volume Plus et Volume Moins. Pas de bouton programmable comme certains smartphones renforcés avaient sur d'autres références. L'écran ici à l'avant est protégé par un film pour être sûr de recevoir un appareil absolument nickel. Et en fait, sous ce premier film, il y en a un deuxième de préinstallé, très proprement d'ailleurs, c'est très très bien foutu.
On a un capteur photo à l'avant ici, intégré dans une goutte d'eau. On a des capteurs de proximité et de luminosité. Et à l'arrière, bon, bah, l'appareil photo de 3 objectifs avec flash LED Biton. C'est pas mal, hein, il y a quand même du bon. Sur le dessus ici, on a une prise jack, donc on pourra brancher un casque. Ça se fait de plus en plus rare, donc ça fait toujours plaisir de retrouver ce genre d'interface. La prise USB Type C sur le dessous, le micro pour les conversations et le haut-parleur. Voilà, dans son approche, c'est un smartphone assez classique, si ce n'est évidemment son gabarit lié à sa très grosse batterie interne. Allez, il est temps maintenant de voir si j'ai encore de la batterie après une semaine de stand-by sur ce smartphone. Et verdict, oui. J'ai encore de la batterie, et pas qu'un peu, hein, regardez ça. J'ai encore 24% de batterie, donc je pourrais peut-être encore tenir un jour ou deux avec cette batterie-là, sans aucun problème. C'est déjà en soi une bonne surprise, mais évidemment ça n'est pas suffisant, il va falloir faire un benchmark pour pouvoir déterminer si oui ou non on a une vraie bonne autonomie sur cet appareil. Je vais voir le capteur d'empreinte, boum, ça fonctionne au quart de tour, pas de problème là-dessus non plus. Donc on va faire un premier benchmark d'abord pour voir les performances. Allons-y. Voilà, donc comme vous le constatez, le benchmark nous révèle des valeurs qui sont somme toute assez basses. Je suis sur Geekbench 4, attention. Hein. On est à peu près, grosso modo, au niveau d'un Samsung Galaxy S5, qui est forcément un smartphone qui commence à se faire très vieux. On n'est pas sur un appareil qui est taillé pour les performances, mais plutôt sur un rapport qualité-prix et autonomie de batterie conséquent. Du coup, le benchmark de la batterie, lui, va être essentiel. Voyons voir ce qu'il va donner. Alors là, par contre, je crois bien que je n'avais jamais vu un score aussi élevé sur Geekbench 4 pour la batterie d'un smartphone. Avec 13 150 points, combien de temps a duré la batterie de ce smartphone? Attention, mystère et boule de gomme, avec une charge complète, l'écran à 75% et le Wi-Fi activé, ce smartphone a tenu 28 heures et 36 minutes avec le processeur qui tournait à 74% de sa vitesse maximale à la fin du test. Waouh, c'est très très impressionnant. Vous pourrez vous servir de ce téléphone 2 jours entiers intensivement sans recharger la batterie et avec une utilisation modérée, vous pourrez peut-être tenir le double, c'est-à-dire de 3 à 4 jours. C'est vraiment colossal. Je comprends mieux maintenant pourquoi après une semaine de stand-by, donc avec le Wi-Fi activé et tout, hein, j'ai encore 24% de batterie. Ce smartphone a beau ne pas être japonais, j'ai envie de dire que les résultats de la connectivité ne sont ni bons ni mauvais. Vous avez vu, il y a des blagues de qualité sur cette chaîne quand même. Hein. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Enfin bref, voilà, on voit des valeurs en descendant aux alentours des 60 MB, en ascendant aux alentours des 120 MB. C'est pas foufou, c'est pas mauvais non plus, c'est dans la moyenne de téléphones de la même catégorie. Voilà, c'est bien, on n'est pas déçu, c'est pas à tomber par terre non plus, mais c'est peut-être aussi parce que justement ils n'ont pas poussé tout à fond les ballons qu'on peut avoir une aussi grosse autonomie. C'est vraiment là-dessus, je pense, que le constructeur a voulu axer ses efforts. Et malgré ça, on a quand même une connectivité Wi-Fi 5. Hein, on peut activer le Wi-Fi 5G sur ce modèle. On n'est pas limité à du Wi-Fi 2.4 comme sur certains smartphones chinois entrée de gamme. Donc ça va. On s'en sort pas trop mal niveau connectivité. On va maintenant voir à quelle vitesse le téléphone nous positionne sur le GPS au travers de GPS test. On est en bâtiment, j'ai coupé le Wi-Fi pour pas que le téléphone puisse aller télécharger le positionnement GPS artificiellement. Et c'est parti. Boum. Vous avez vu, ça n'a même pas mis 3 secondes pour me positionner. J'ai eu un 3D fixe très vite avec une précision à plus ou moins 2 mètres. Et regardez ça, j'ai presque tous les GPS dans le jaune et certains même sont dans le vert. La puce GPS de ce téléphone est très bonne. Elle fonctionne bien, elle est rapide. Vous pourrez vous servir de ce téléphone en mode piéton pour vous y retrouver dans une grande ville sans aucun problème. Ou pourquoi pas vous en servir dans votre voiture comme GPS d'appoint. Ça fonctionnera très bien. Et comme en plus l'autonomie est excellente, ça fera vraiment un très bon compagnon GPS pour les randonnées ou pour les gens en bagnole qui ne sont pas équipés d'un GPS dans leur voiture. Avec ces 3 objectifs photo, ce smartphone Oukitel K15 Plus s'en sort ma foi plutôt pas mal. Les photos sont de belle qualité, elles ont un bon piqué, une bonne précision. On arrive vraiment sans aucun problème à discerner tous les détails de l'image. C'est pas évidemment un appareil photo de haut vol comme sur les flagships à 1300 €, mais c'est très correct pour le prix de ce smartphone, vraiment. Hein.
Il y a juste peut-être une exagération sur les couleurs, histoire d'avoir, j'imagine, des photos qui flattent un petit peu plus la rétine. Par exemple, vous voyez sur cette photo macro que j'ai prise de cette fleur, c'est très joli, c'est très détaillé, c'est très bien foutu, mais cette fleur n'est pas aussi rose vif dans la réalité. Il y a clairement eu une amélioration logicielle de la photo derrière, qui est peut-être un peu trop prononcée pour certains. Voilà, après chacun verra midi à sa porte à ce niveau-là, hein. Il n'y a pas une façon de faire plus qu'une autre, mais en basse luminosité, vous voyez, les détails d'une image apparaissent bien malgré l'utilisation du flash. Là, j'ai pris une manette comme ça qui est essentiellement blanche parce que ça permet de voir si les blancs ne sont pas trop cramés. Et franchement, là encore, ça va. Le flash a fait plutôt du bon travail. Peut-être parce que c'est un flash dual tone, je ne sais pas. En faible luminosité sans flash, la photo est ressortie propre également. Elle n'a pas eu une tendance à virer au jaune ou au bleu. Et les détails sont restés plutôt bons. Il n'y a pas trop de neige non plus. Non, franchement, hein, l'appareil photo de ce smartphone est tout à fait honnête. C'est pas un truc de fou non plus, mais ça marche plutôt bien. Les faibles performances du processeur de cet appareil vont se payer cash sur la lecture vidéo. Ici, avec du 1080p, il n'y a pas de problème, ça passe bien, c'est fluide, il n'y a pas de drop de framerate ou de choses comme ça. Et l'écran est plutôt joli, et rend bien justice aux vidéos et aux photos d'ailleurs. Même si on regrettera évidemment le menton, la bordure en bas du téléphone qui est très large, mais j'imagine que c'est aussi pour sa solidité qu'ils ont fait ça comme ça. Par contre, dès qu'on va essayer de lire du 4K, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Alors, on va monter le son un petit peu. Le petit haut-parleur mono de ce téléphone dégage de la puissance, mais évidemment, il a du mal à s'exprimer. Bon, ça, j'avais envie de dire que c'était un peu prévisible. Même si, bon, vu que le gabarit du téléphone est plus gros, ils auraient peut-être pu en profiter pour essayer de mettre un haut-parleur avec une meilleure caisse de résonance ou des choses comme ça. Bon, j'imagine qu'ils ont vraiment voulu mettre la batterie la plus grosse possible et ratatiner un peu tout le reste à l'intérieur. Donc juste pour la forme, je vais quand même vous montrer ce que ça donne en 4K. Même juste en 30 fps, hein, ça passe pas, vous voyez. On reste frisé. Où qu'on se mette dans la vidéo, le smartphone n'arrive pas à décoder le flux assez vite. Donc, pas de 4K en lecture sur cet appareil. Si vous voulez regarder vos séries, il faudra les regarder en 1080p. On va finir avec mon sempiternel test du jeu New and Tasty pour voir un petit peu comment le smartphone s'en sort en performance jeu. Alors, on me demande souvent pourquoi tu testes pas Call of Duty ou les jeux comme ça. Parce que sur Call of Duty, je ne peux pas sélectionner moi-même la puissance des graphismes. Je suis obligé de laisser le logiciel déterminer lui-même comment il doit régler les graphismes. Du coup, je me retrouve avec une image fluide, certes, mais qui n'est pas très jolie, avec des textures un peu grossières et des choses comme ça. Au moins, avec un jeu comme Oddworld, eh ben, c'est moi qui décide du niveau graphique, et je peux donc pousser le téléphone à fond les ballons, et voir comment il s'en sort. Vous voyez, là, si je vais dans les réglages des graphismes, j'ai tout mis à fond les ballons, tout est au maximum. Bon, pas le gamma, mais ça, c'est la luminosité de l'écran, c'est pas vraiment important. Bon, je peux le mettre à fond si vous voulez. Voilà, et du coup, là, je peux voir vraiment comment le téléphone s'en sort sur un jeu qui, habituellement, pousse les smartphones à fond. Parce qu'évidemment, si je mets les graphismes au minimum, ce jeu-là aussi, il sera fluide, mais ce ne sera pas significatif de la véritable performance du smartphone malgré tout. Vous allez dire, oui, mais c'est stupide de faire ramer un jeu. Je sais bien, mais c'est justement le but de voir à quel point ça va ramer sur un smartphone comme ça, qui coûte pas cher. On s'en sort pas si mal, hein, j'ai envie de dire. Là, on doit être à 10 frames secondes. Bon, c'est pas agréable, mais ça tourne néanmoins. J'ai vu des smartphones où on avait même pas 5 frames secondes, et on avait plus l'impression de regarder un diaporama sur PowerPoint qu'un jeu vidéo. Là, bon, c'est pas fluide, c'est pas agréable à jouer, mais j'imagine que ce serait faisable néanmoins. Donc voilà, pas des performances de fou, mais néanmoins suffisant, on va dire, pour des usages classiques et du gaming très modéré.
Ce qu'il faut retenir vraiment de ce téléphone, c'est clairement sa très grosse autonomie. Hein. C'est indéniablement son point fort majeur. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce Oukitel K15 Plus. C'est un smartphone qui a voulu proposer une excellentissime durée de vie de batterie. C'est une bonne idée d'ailleurs de mettre une très grosse batterie dans ces téléphones anti-choc, puisque par définition ils seront plus gros que les téléphones classiques, donc autant en profiter pour mettre une batterie plus grosse aussi. Et là ça a été réussi, on a une autonomie de batterie absolument remarquable. De tous les téléphones que j'ai testés depuis que ma chaîne existe, c'est clairement celui qui a l'autonomie la plus impressionnante. Ils n'ont pas trop sacrifié de choses finalement pour arriver à un tel résultat. On a quand même un écran très correct, on a un appareil photo très correct, les performances ne sont pas de haut vol, il fallait un petit peu s'y attendre, elles sont même un petit peu en retrait de la concurrence, mais rien de dramatique pour un usage quotidien. Pour aller sur internet, vous aurez une connexion propre, pour tout ce qui est GPS, etc. Ça fonctionne très bien aussi. Il y a vraiment que quand vous allez pousser le téléphone à ces retranchements techniques, pour faire du jeu par exemple, ou pour lire des vidéos en très haute définition, que ce téléphone va évidemment vous montrer ses limites. Mais si vous avez besoin d'un téléphone résistant, il l'est. Si vous avez besoin d'un téléphone étanche, il l'est. Si vous avez besoin d'un téléphone très endurant en termes de batterie, il l'est aussi. À ce niveau-là, Oukitel a parfaitement réussi son pari. Si vous voulez un téléphone premium qui va hyper vite dans tout ce qu'il fait, évidemment, il y aura mieux, mais ce n'était pas le but de ce téléphone-là. C'était absolument pas dans cette optique-là qu'il avait été conçu. Donc, dans l'optique dans laquelle il a été conçu, c'est un excellentissime appareil. Si vous voulez du premium, c'est pas fait pour vous, évidemment, mais c'était pas le but. Et bien voilà, c'était le test de ce smartphone Oukitel K15. C'est assez marrant d'ailleurs quand on y pense, parce qu'il aura quand même fallu presque 15 ans à ces smartphones pour revenir à l'autonomie qu'on avait déjà il y a plus de 15 ans sur des téléphones comme ça. Voilà, ce Nokia, il tenait sans aucun problème une semaine en veille, hein, lui aussi. Donc voilà, écoutez, quels sont les enseignements à tenir? Je ne sais pas, mais il est beau celui-là, hein, avec le clavier qui se... comme ça, à cran d'arrêt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!